Donc le réseau Virage, je ne vais pas vous le représenter en détail, je pense que la plupart de vous savez qui nous sommes, une émanation, on va dire, un service de la Maison des Adolescents de Strasbourg, financé par l'Agence régionale de santé du Grand Est. Avec 3 missions principales qui nous avaient été mandatées il y a 3 ans, faire de la... voilà, celle d'après. Faire de la prévention auprès des publics dits vulnérables, faire de la formation et proposer un accompagnement pour les jeunes repérés comme radicalisés ou à risque de radicalisation, ainsi qu'auprès de leurs familles. Alors justement, la question des familles était, dès le début, un élément qui nous paraissait central, autant dans la prévention que dans l'accompagnement des situations dites de radicalisation, puisque dans les premières situations qu'on a rencontrées, c'est avant tout des membres de la famille qui sont venus nous voir. Mais avant d'aller plus au devant du propos qu'on voulait développer avec vous, on souhaitait revenir sur ce qu'on entend par radicalisation violente. Alors ça, c'est aussi quelque chose qu'on a entendu depuis 4 ans, régulièrement sous différentes modalités, notamment avec des définitions sociologiques. Moi, je vous en proposais 2 pour qu'on sache de quoi on parle ensemble. Aujourd'hui, sur à peu près qu'on soit d'accord sur quelle est la problématique dont nous voulons parler. Ouais, ça marche plus. Ouais, c'est après. Encore. C'est après celle-là. Encore après. Ouais. Encore après. Voilà. Alors, la première définition qu'on vous propose, c'est la définition du Radicalization Awareness Network. On en a parlé rapidement ce matin, Bruno en a parlé. Donc, le RAN, qui est porté par la Commission européenne depuis maintenant de nombreuses années et auquel on a la chance de participer sur différentes thématiques, dont la thématique... d'aller trop loin, je pense. C'est la numéro 6. Ouais. Wow. Désolé pour la technique. Il pose comme définition de la radicalisation des mots qu'on entend souvent, donc un processus par lequel un individu adopte des idées et volontés politiques, sociales ou religieuses qui le conduisent d'une part à rejeter la diversité, la tolérance et la liberté de choix, et d'autre part à légitimer le non-respect des lois et l'utilisation de la violence envers les propriétés et les gens. Et il rajoute, ce processus peut éventuellement culminer dans des attaques terroristes. Ce qu'on trouvait intéressant dans cette définition qui est très large, c'est qu'elle déjà nous éloigne uniquement de la question des actes terroristes et implique d'emblée la diversité des supports idéologiques qui peuvent conduire à de radicalisation violente. Point sur lequel on doit, j'imagine, être d'accord pour la plupart, mais point qui me paraissait essentiel de rappeler. Autre définition qu'on utilise également, c'est une définition dite interactionniste, un peu comme en addiction, à savoir qu'on entend, nous, cliniciens, quelques cliniciens qu'on est ici à Virage et les autres groupes de cliniciens avec lesquels nous travaillons ailleurs, qu'on peut en comprendre la radicalisation comme une rencontre entre des fragilités individuelles et un produit, ici un produit idéologique, un groupe qui prend la forme d'un groupe identitaire. Et ce groupe identitaire a la particularité justement de légitimer le recours à la violence dans la façon dont le RAN le définissait, et que cette rencontre ne se fait pas à n'importe quel moment, elle ne se fait pas dans n'importe quel contexte, que cette rencontre se fait dans un contexte social, historique, politique et particulier. Ça reprend des éléments, notamment de polarisation, dont on parlait ce matin. La définition interactionniste nous permet d'entendre, de complexifier la compréhension du phénomène de radicalisation et donc de proposer des accompagnements et des façons d'aborder la prévention de façon complexe, en s'éloignant d'une réponse qui serait unicitaire, en ciblant uniquement une cause. Parmi
les autres points que nous amènent ces radicalisations, et donc ça c'est la seconde, voilà, ça nous amène à des conclusions qui est déjà sur l'absence de causalité linéaire. On a une multiplicité de facteurs qui vont se jouer à différents temps chronologiques de l'individu et du groupe dans lequel il se trouve. Ça nous amène inévitablement à questionner ce qui s'est passé avant le phénomène de radicalisation. Ne pas commencer la lecture du phénomène au moment où nous rencontrons l'individu. Autre point, ça va être la diversité des supports idéologiques dont nous parlions et qui a été illustrée ce matin par les deux intervenants. Troisième point, essentiel à notre sens dans l'accompagnement des jeunes gens, c'est de reconnaître leur part active dans ce processus de radicalisation. À l'inverse de ce qu'on a pu souvent entendre, la question du brainwashing dont Scott Atran parlait ce matin, non, ils ne sont pas des marionnettes. Ils ne sont pas uniquement passifs dans ce qui se passe. Il n'y a pas un virus de la radicalisation qui leur est tombé dessus, mais il y a une recherche active chez le sujet. Et cette recherche active, on la retrouve, on l'entend quand on est en accompagnement de ces jeunes gens. Ils revendiquent le fait qu'ils ont décidé d'accomplir d'adopter cette idéologie et d'aller jusqu'au recours éventuellement aux actes violents. Et annuler ça en leur disant « mais non, en fait tu te trompes, tu as été manipulé », ça conduit à nier quelque part ce désir profond qu'ils ont en eux d'être acteurs. Donc c'est quelque chose pour lequel on reste vigilant dans nos accompagnements, mais également dans nos actions de prévention. On en parlera tout à l'heure sur l'illustration que Delphine va vous présenter sur le groupe des mamans. Autre point, bien sûr, c'est la place des violences, puisque au-delà de la violence terroriste, je pense il faut percevoir que la violence peut se jouer à d'autres échelles, à d'autres niveaux, notamment sur des échelles plus restreintes. Je prends l'exemple d'un jeune homme qui pouvait en entretien condamner sans doute, sans nuance, les attentats terroristes, par exemple, du Bataclan ou de Strasbourg. Mais qui, par contre, si on le laisse continuer et développer sur la légitimité du recours à la violence, était capable de légitimer la violence contre certaines catégories de personnes, à savoir pour lui, c'était le cas des homosexuels qu'il fallait tuer. Donc la légitimation de la violence est à rechercher dans l'accompagnement, dans la détection, dans l'accompagnement également. Il ne faut pas uniquement se satisfaire d'une condamnation d'actes terroristes pour évoquer qu'il n'y a pas radicalisation. Je prenais cet exemple-là, mais il y a bien d'autres formes de violence qui peuvent être légitimées par le groupe ou par l'individu et qu'il est nécessaire d'aller explorer et d'accompagner dans nos actions. Là, le dernier point, alors c'est pas exhaustif, mais le dernier point qui me semblait important aujourd'hui de pointer, c'était la fragilité des profilages qu'on nous a proposés depuis de nombreuses années. Alors, vous vous souvenez des profilages de Dounia Bouzar, puis il y a des profilages sociologiques, il y a eu d'autres profilages beaucoup plus psychopathologiques. Et quand je parle de fragilité, je veux entendre du fait de la diversité des regards professionnels, de par la diversité des échantillons de population, forcément, il y a une diversité de profils qui ne sont pas excluants les uns les autres, mais qui ne peuvent pas nous donner une vision pleine et entière de la description des situations de radicalisation. Et donc je rejoins et j'insiste sur ce qui a pu être dit ce matin, sur la nécessité, la diversité de regards sur la problématique des radicalisations. Et la nécessité qu'il n'y ait pas de consensus sur ce qu'est la radicalisation, ce que recouvre la radicalisation et ce qui seraient les facteurs de risque ou de protection. Toutefois, je vais vous proposer certaines pistes de réflexion qui sont propres à notre équipe, à nos recherches, et qui peuvent être discutées allègrement, bien sûr, avec d'autres regards. Parmi la diversité des points de fragilité, il y a la question de la recherche identitaire. On en a parlé ce matin, donc je vais directement là-dessus. Parmi la diversité des points de fragilité, cette recherche identitaire,
elle est étayée, on va dire, par de nombreuses recherches. Alors je vous en ai mis quelques-unes là sur ma présentation, qui sera accessible bien sûr après sur nos sites internet, mais sur nos écrits également. Alors, une recherche identitaire qui s'appuie à la fois sur un sentiment subjectif, d'avoir vécu un préjudice. Alors, différents auteurs ont décrit ça de différentes façons. Je vais passer un peu rapidement là-dessus. Autre point de ce qui se joue dans cette perspective de recherche identitaire chez les sujets, c'est la question de l'absence de recrutement Alors, l'exemple de Catherine Mostu tout à l'heure viendrait contredire ce que je suis en train de vous dire, puisqu'elle a vraiment été ciblée par un recruteur. Toutefois, je reprends là les théories de Peter Sageman sur le fait qu'il y a quelque chose chez l'individu, par actif dont je vous parlais tout à l'heure, qui va le pousser à aller rechercher un prototype identitaire auquel il a besoin de s'identifier. Catherine expliquait, en partie en aparté après son intervention, ce qu'elle pense l'avoir conduit, elle, dans son parcours, à aller rechercher, à aller être happée par la proposition de son professeur, à savoir la fragilité du fonctionnement familial et comment elle avait un besoin d'en sortir, de sortir de ce milieu familial tout en ayant une garantie de sécurité. Et on retrouve ça chez la plupart des jeunes gens qu'on accompagne, et c'est ce que Peter Sageman théorise dans différents articles, à savoir donc un attrait pour un prototype identitaire, même si c'est pas propre à notre identité première culturelle, c'est-à-dire ça pourrait être je m'identifie aux musulmans qui sont victimes d'une injustice en France ou en Occident, même si ma culture n'est pas familiale, n'est pas musulmane. C'est-à-dire que l'identification n'est pas liée intrinsèquement aux racines identitaires que j'ai. Ce qui nous décale de la question uniquement de la transmission générationnelle de la culture, puisqu'il y a certains individus où la transmission culturelle n'aurait pas de rapport direct avec ce qui se joue. Alors, je ne vais pas m'éterniser sur les théories de Peter Sageman, mais c'est une théorisation qui nous permet, je pense, de comprendre ce qui se joue pour bon nombre de jeunes gens. Autre point essentiel, pour que cette autocatégorisation fonctionne, il est nécessaire, il est plus efficace si on perçoit que la catégorie à laquelle on s'identifie est victime d'une privation relative, est victime d'une injustice. Et c'est vrai que la plupart des jeunes gens qu'on accompagne sont extrêmement sensibles à cette question de ce qui est juste et injuste. Alors vous allez me dire, ça c'est le propre de l'adolescence, peut-être, mais à un niveau de valeur morale, justement, dont on parlait ce matin, qui dépasse largement ce qui se voit chez la plupart des autres adolescents. Est-ce qu'à ce niveau-là, en fin de compte, ces jeunes ont érigé la justice comme une valeur sacrée à leurs yeux, et donc à ce moment-là, la questionnent dans tous les éléments de leur vie, y compris ce que eux font aux autres, ou est-ce que c'est une valeur qui est sacrée à leurs yeux juste parce qu'ils peuvent s'en servir comme de l'injustice vécue, en fin de compte? C'est tout le problème, je ne sais pas si c'est un problème, mais toute la particularité de ce sentiment d'injustice, qui est subjectif. Et c'est pour ça que dans les études, on essaye d'objectiver des situations où l'individu aurait vécu réellement une injustice, on se heurte à ce décalage entre perception subjective et un fait qui serait communément admis comme étant une injustice. C'est-à-dire que certains individus vont être résilients, alors j'utilise le terme, face à des situations d'injustice évidentes, de discrimination notamment, ou d'injustice dans le cadre familial, préférence pour un frère ou une sœur par rapport à soi, mais ne le seront pas pour d'autres formes de situations d'injustice. Et à l'inverse, d'autres personnes vivront des situations d'injustice, on va dire moins intenses, mais vivront subjectivement ça comme quelque chose de beaucoup plus intolérable. Et c'est vrai que Pascal Marchand, qui est un linguiste toulousain, a essayé de décortiquer dans
dans l'utilisation du vocabulaire et la façon dont le lexique qu'utilisaient les personnes radicalisées ou les terroristes, il a commencé avec Mera, trouvait un lexique qui correspondait énormément à la privation relative. C'est-à-dire par rapport à ce que j'imagine avoir le droit d'avoir, ce que la société ou l'autre m'octroie. Et ce décalage-là est intolérable. Et est-ce qu'il y a un décalage entre ce qu'ils pensent octroyer aux autres? Alors, c'est ça la question. C'est le regard sur soi, de l'injustice dont je peux être la cause. Et non, souvent, ce n'est pas pensé de cette façon-là. C'est pensé éventuellement sous un mode de culpabilité par rapport à une norme qui lui est proposée, la norme que le groupe lui propose, ce qu'on a vu ce matin. En revanche, la capacité à se mettre soi-même en doute de façon large est souvent défaillante. Ce qui est particulier, c'est que cette difficulté, on ne la retrouve pas toujours que chez l'individu, mais souvent dans le groupe dans lequel il évolue. C'est quelque chose qui est souvent partagé d'ailleurs. Je me permets, comme ça tu respires. Merci. Je t'ai entendu dire aussi à différents moments que ces questions de vécu d'injustice n'étaient pas forcément toujours liées à un vécu personnel, mais parfois, entre guillemets, par procuration, intégré, je dis par procuration, parce qu'en fait, ce vécu d'injustice qui est nommé, qui est verbalisé, ressenti, sincèrement, il est parfois attribué à quelqu'un d'autre de la famille, à des générations éventuellement antérieures, à un copain ou une copine proche. C'est pas forcément toujours que sur soi. Sur soi. Tout à fait. Et c'est pour ça que je vous parlais de Seligman avant. C'est pouvoir s'identifier à une communauté d'appartenance, à un groupe qui est victime d'une injustice. Qu'on l'ait été soi-même ou pas. On l'entend bien chez Catherine dans son témoignage ce matin. Elle-même n'a pas vécu l'injustice sur lequel elle va être particulièrement sensible, à savoir le fait que des enfants meurent de faim à l'autre bout du monde. Elle ne l'a pas vécu. Bien au contraire. Et c'est là-dessus que le groupe identitaire va venir toucher une corde particulière, qui est celle de la culpabilité. Où te trouves-tu, toi, là, dans cette situation? Est-ce que, étant donné que toi, tu n'as pas souffert, est-ce que ça veut dire que tu légitimes l'injustice dont sont victimes d'autres personnes? Mais comme tu appartiens maintenant à ce groupe, il va falloir que tu fasses quelque chose de cette culpabilité. Que tu répares. Et c'est ce que proposent souvent ces groupes extrémistes, ces groupes identitaires qui vont conduire à comme on l'a vu, à la fois des positions extrêmes, mais aussi avec des coupures avec l'environnement initial. C'est une double boucle, à la fois de culpabilisation, c'est ce qu'expliquait aussi Catherine, et si tu te sens coupable, il faut que tu fasses quelque chose pour réparer. Et ça marche plutôt bien. Et ça marche d'autant plus quand on a été habitué à fonctionner comme ça. L'identité nous amène forcément aux premières identités, qui sont les identités familiales. Et vous vous rappelez que Catherine, ce matin, alors c'est pour ça que je fais énormément maintenant le parallèle et la boucle avec ce qui a été dit ce matin, elle commence en parlant de sa famille, en disant, ma mère m'a toujours dit, on ne parle pas des sujets qui génèrent du conflit. Mais elle va plus loin, j'ai déjà entendu à d'autres reprises ou dans ses articles, finalement, on ne parle pas de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord. C'est ça que ça veut dire, on ne parle pas de sujets où ça génère des conflits. C'est-à-dire, on n'a pas le droit de ne pas être d'accord. C'est-à-dire, nous devons tous penser la même chose. C'est ça, ce qu'elle a vécu, mais dont elle s'est rendue compte de ça bien plus tard. Elle me disait que elle s'en est rendue compte, mais pas forcément les autres personnes de sa famille. Pas forcément, voilà, c'est pas forcément une chose qui nous regarde, mais avoir une perception, là encore, de ce qui se joue dans l'environnement, dans le groupe où on est, n'est pas chose aisée.
Alors, la famille étant le premier groupe identitaire, ça nous questionne sur différentes choses. Alors, on peut en repérer 3 principales, notamment la question de ce que tu évoquais tout à l'heure, Delphine, juste à l'instant, quand tu m'as interpellé, c'est la question de ce qui est transmis de génération en génération. Alors, ça peut être les valeurs, on en parlait, Scott en parlait ce matin, la transmission de valeurs, mais ça peut être également de ce qui est de ce qu'on s'autorise à transmettre, des désaccords qu'il y a dans la famille, qu'il y a eu dans la famille. Éventuellement, ce qu'on s'autorise à transmettre, des traumatismes de la famille. Qu'est-ce qu'on met en mots autour de ça? Ça peut être une chose. Autre chose qui se joue peut-être dans la famille, premier groupe identitaire, c'est la question de trauma précoce. Qu'on va retrouver, un trauma précoce, soit sur la génération de la personne qui est concernée par le phénomène de radicalisation, soit éventuellement de trauma sur les générations précédentes. Et qu'est-ce qu'on fait de ces traumas? Comment ces traumas ont été verbalisés? Qu'est-ce qui a pu être dit? Qu'est-ce qui a pu être exprimé sur les désaccords, la différence de point de vue sur ce qui a été vécu dans ces traumas? Et autre point central sur cette question de famille, premier groupe identitaire de l'individu, c'est comment on s'autorise à être différent progressivement et quelle est la possibilité de se séparer dans ce groupe. Quelle est la possibilité de s'individuer? Et vous savez que l'adolescence, la fin d'adolescence, est le moment où l'individu doit être capable traverse, aboutit à ce phénomène de séparation, d'autonomisation. Et comment la famille va-t-elle réagir, va-t-elle supporter ce moment où finalement, en se séparant, en s'autonomisant, on remet quelque part en cause ce qui a été fait auparavant. Ça, c'est une des questions qui traversent nos accompagnements, qui traversaient ce que Catherine Mochetu a pu présenter ce matin. La famille, c'est également le premier espace où on observe les manifestations de l'extrémisme et de l'endoctrinement à travers les ruptures qui sont induites par l'endoctrinement. Encore une fois, Catherine l'illustrait par cette rupture avec son milieu familial et comment ça a été difficile de reprendre contact avec la famille. Donc, autre question qu'on se pose autour de du rôle des familles, c'est comment un repérage peut-il être fait au sein d'une famille, mais également comment, dans les moments où avant, on va dire, la rupture, quand le phénomène, le processus de radicalisation émerge, comment va réagir le système familial? Va-t-il réagir de façon polarisée, en générant une position du coup en miroir extrême et du coup rejetante? C'est ce qu'on a pu observer dans certaines situations, pas dans toutes, dans certaines, où c'est des points particuliers qui vont déclencher une rupture, mais des deux côtés. Autant du côté familial, du système familial, que du côté de l'individu, du jeune concerné. Titre d'exemple, une conversion à l'islam dans une famille qui n'est pas musulmane, qui n'a pas de tradition culturelle musulmane, et qui va générer en miroir une polarisation sur un discours extrêmement islamophobe, qui va conduire à, il va falloir que tu choisisses, c'est soit la famille, soit ta croyance. Alors, on peut se dire qu'il y a vraiment un jeu de miroir qui opère à ce moment-là, c'est-à-dire que le jeune homme ou la jeune fille qui se convertit sait ce que va provoquer sa conversion religieuse au sein de sa famille. Elle s'en doute, puisqu'elle a grandi souvent dans cette famille, et donc elle se doute du phénomène, et la famille, quelque part, sait, je ne sais pas dans quelle mesure elle sait, mais que être dans cette position rigide risque de l'éloigner d'autant plus de son enfant. Comment faire pour pouvoir accompagner, nous, à ce moment-là, le mieux possible, les familles, avant que la polarisation soit telle qu'il y ait une rupture? À travers notamment un maintien du contact, et c'est ce que, encore une fois, Catherine illustrait, j'aurais tellement voulu garder un contact avec mes parents, qu'on me le propose, que ça puisse être encore possible. Troisième élément du rôle, à notre sens, des familles, et là je vais laisser la parole à Delphine, c'est les familles comme acteurs, comme actrices,
de la prévention. Alors, Catherine n'a pas eu le temps ce matin de développer complètement comment les familles pourraient être investies dans la question de la prévention sur elles-mêmes, comment chaque famille pourrait être davantage résiliente pour éviter des processus, des parcours de radicalisation pour l'un des membres de la famille, mais également comment des familles qui ont été éventuellement concernées par une telle situation peuvent en tirer une expérience douloureuse, mais également une expérience constructive, et être acteurs d'une action de prévention. Alors là-dessus, écoute, je vais te laisser la parole, Delphine, peut-être pour illustrer ce dernier point. Sauf s'il y a des réactions peut-être déjà sur cette première partie des questions. On enchaîne. Dans le contexte que déploie Guillaume, au niveau de la maison des ados d'une part, du réseau Virage par ailleurs, on avait plutôt l'habitude, on a été créé pour ce qu'on appelle une activité clinique ou d'accompagnement social individuel. On a plutôt la pratique, on a des professionnels qui ont plutôt l'habitude d'accompagner des sujets, qui soient des adolescents, des parents. On avait intégré, à l'exemple d'autres services ou d'autres maisons des ados, notamment le Campa, la pratique des ateliers à médiation pour faciliter la mise en mots d'un certain nombre de souffrances, notamment chez les ados qui peinent parfois à s'exprimer, à mettre des mots sur ce qu'ils ressentent. Mais on n'avait pas forcément envisagé, dans les premières années d'existence de la Maison des ados, de travailler avec des ados comme avec des familles par rapport à des problématiques particulières. Et ça, il n'y a pas que nous. Dans un certain nombre de services, dans un certain nombre de situations professionnelles, on a été élevés dans nos métiers, je crois la médecine, comme les juristes, comme les travailleurs sociaux, je suis assistante sociale de métier, à faire pour un public, mais pas forcément à faire avec des groupes et avec un public pour lui-même ou pour ses proches. Je mets ça de côté pour vous expliquer comment est née l'idée de travailler avec un groupe de mamans, en l'occurrence, à Strasbourg, sur ce sujet de la prévention radicalisation, lors d'un séminaire entre professionnels, puisque c'est la tradition à Toulouse. On a eu l'occasion, et Nora était présente, qui est du Havre, on a eu l'occasion de se retrouver de façon non prévenue, nous n'étions pas prévenus en tout cas, invités par les collègues de Toulouse à discuter de nos pratiques et de nos problématiques sur ces sujets de radicalisation, dans un séminaire prévu pour être entre professionnels, mais dans lequel ils avaient convié Madame Dominique Bons, qui est la fondatrice de l'association Syrien ne bouge, agissons, donc à Toulouse, et qui est une maman dont le fils est décédé en zone de combat irako-syrienne. Et donc, cette dame était présente au milieu de nos échanges, sans qu'il y ait eu plus de formalités avant, ni pendant, et on est tous là, on a fait le déplacement pour discuter de ce qui se passe sur cette problématique, de ce qu'on nous demande de tous de faire, de quelles sont les situations individuelles auxquelles nous sommes confrontés, puisqu'il y a un peu de ça au départ, hein, on a tous été assignés à prendre en charge, à rencontrer ces ados, ces familles qui sont dits radicalisés. Et cette dame contribue à nos échanges comme n'importe lequel d'entre nous, avec un peu de timidité parce que c'est pas forcément aisé non plus pour un parent qui est passé par ce chemin
difficile s'il en est, que de s'exposer dans son histoire personnelle et dans ses réactions par rapport à nos propos. Et nos propos, les mots qu'on emploie, parfois, sans qu'on le veuille, sont parfois déjà, en tant que tels, assez mal choisis. De là, bon, elle entend un certain nombre de choses de ce que j'étais la seule représentante de Strasbourg, elle entend un certain nombre de choses des propos qu'on a échangés, elle me recontacte pour me demander si elle peut organiser à Strasbourg une rencontre avec les familles de Strasbourg avec lesquelles elle est en contact et nous pas. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, un certain nombre de familles de Strasbourg sont concernées par cette même problématique. Certaines, on les connaît, certaines sont connues, accompagnées par d'autres partenaires, et puis pour d'autres, elles ne se sont adressées entre guillemets que à une association de parents qui a communiqué finalement assez peu, parce que c'est pas simple au départ de trouver les moyens quand on crée ce type d'association et dans un domaine tellement médiatisé négativement. On organise cette rencontre et lors de cette rencontre, pour l'instant je vais le dire avec mes mots, nous apparaît avec mes collègues qui sont présentes, donc Rabia Senoussi qui est assistante sociale et Yazida Slamani qui est référente pour nous en histoire des religions, que ces mamans, puisqu'il n'y a que des mamans, souhaitent pas seulement parler de ce qu'elles ressentent, pas seulement parler de ce qu'elles ont vécu, mais qu'elles souhaitent agir comme nous, avec nous, pour que ça n'arrive pas à d'autres. Et spontanément, dans cet échange-là, cette demande, parce que je crois que c'était vraiment une demande, nous semble d'une part tout à fait sincère et légitime, d'autre part, on ne sait pas forcément très bien comment, mais ce que nous ont enseigné les jeunes qu'on a accompagnés par ailleurs, nous fait penser qu'il y a certainement quelque chose à trouver de la manière de travailler effectivement avec ces personnes. La manière qu'on a trouvée, ça a été de faire ce qu'ont fait déjà un certain nombre d'équipes belges, notamment à ce moment-là. Ça a été de proposer à ces personnes, à ces mamans, de témoigner de leur histoire. Et de témoigner de leur histoire sans que nous ayons, d'une manière ou d'une autre, à contraindre leurs propos. Donc là, à ce moment-là, il y a celles qu'on va appeler les visibles et qui souhaitent le faire, d'autres pas, ou pas encore. On va trouver d'autres manières. On va vous montrer un extrait de ces témoignages et puis je vous dirai un mot complémentaire de l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui depuis une petite année. Donc c'est un extrait qu'on a monté pour lui donner son utilisation, enfin vous donner un aperçu aujourd'hui. Je m'appelle Marie-Agnès Choulet, je suis de Franche-Comté, de Haute-Saône, à 10 km de Vesoul. Je suis là parce que mon fils est parti en Syrie, il avait 18 ans, il s'est fait embrigader, il est décédé le 11 février 2015 d'un attentat suicide en Irak. Et je voudrais aujourd'hui, mon but, en parler, car ça me fait énormément de bien de le faire vivre, et surtout que ça n'arrive pas aux autres. Aujourd'hui, d'avoir vécu, mon but aujourd'hui, c'est surtout de témoigner, et de faire de la prévention pour pas que ça arrive aux autres, parce que ça fait trop mal.
Et je redis, c'est que je ne suis pas fière de lui, je suis pas fière de lui, mais je n'ai pas honte de lui. Je n'ai pas honte de mon fils, de ce qu'il est devenu, car ça a été une victime. Et c'était un gamin qui ne demandait rien à personne, on est venu le chercher. C'était pas du tout son genre de la méchanceté, tuer. C'est ce qu'on lui disait toujours, ne tue pas, ne fais pas de mal. Et c'était un enfant qui était aimé, aimant, qui nous a toujours dit qu'il nous aimait. Et je n'ai pas de regret, j'ai toujours dit que je l'aimais, c'est important pour une maman qui perd son fils et qui lui a toujours dit j'ai toujours dit que je l'aimais. Bonjour, je m'appelle Dominique Bons, j'habite sur Toulouse, en région Midi-Pyrénées. Si je suis là aujourd'hui, c'est pour expliquer un petit peu ce que j'ai vécu par rapport à mon fils et à son demi-frère, qui ont été enrôlés dans une mouvance djihadiste et qui sont partis en Syrie en 2013 et qui ne sont jamais revenus, puisqu'ils sont morts sur place. Et je veux que tout le monde sache ce que nous vivons ensuite, par la suite, comment on peut affronter ça, nous, les familles, les mamans surtout. Après, moi, je reconnais que la fin tragique de mon fils, puisqu'il est mort en kamikaze, je suis quand même consciente qu'il s'est sûrement donné la mort. Moi, je pense que c'est plutôt un suicide. Parce que bon, peut-être qu'une fois là-bas, il s'est aperçu de beaucoup de choses et que aussi la mort de son demi-frère quelques mois avant, il s'est retrouvé tout seul. Donc, il ne voulait pas aller au combat. Donc, ceux qui ne combattent pas, ils sont sur une liste d'attente pour finir en kamikaze. Voilà. Et donc, je pense, moi c'est ce que je ressens, maintenant on ne saura jamais la vérité du pourquoi et du comment. Je pense que bon, ça a été une forme de suicide, mais je reconnais aussi qu'en faisant cet acte, il a aussi tué des gens. Deux ans après le décès de mon fils, j'ai envie de dire aux parents, aux autorités, la chose suivante. Nous devrions, et c'est très important, nous devrions travailler ensemble. Ça, c'est très important. Il y a ce manque de confiance entre les parents, les autorités. Il y a aussi la presse, les médias ont aussi leur part de responsabilité. Il ne faut pas que diaboliser. C'est trop facile. J'essaye de transformer le malheur que j'ai vécu en quelque chose de positif. Pourquoi positif? Parce que ça me fait du bien de faire du bien autour de moi. Et le groupe dont je fais partie, c'est ce groupe de mamans qui m'aident, qui me soutient. J'ai énormément d'amis, j'ai de la famille certes, mais personne ne peut me comprendre comme elles me comprennent, car nous avons vécu quasi le même drame. Alors, donc je redis que ce ne sont que des extraits, que Vincent Viac, qui est le vidéaste qui nous accompagne dans de multiples travaux pour la Maison des Ados, et notamment auprès de ce groupe, qui est constitué à peu près d'une dizaine de mamans depuis 1 an et demi, qu'on a pu engager donc sur... au moment, grâce à la création du réseau Virage et avec un complément de financement de la Caisse d'allocation familiale. Monsieur Caillot est là pour la représenter. Au total, on doit avoir quelque chose comme 20 minutes aujourd'hui d'images, plusieurs mamans qui passent à l'image et d'autres qui les aident à asseoir leurs propos et à le compléter, même si aujourd'hui elles ne passent pas à l'image ou pas sous une forme identifiable. Je dirais tout à l'heure, donc on avait prévu, et comme Saïda a dit ce matin, parfois on est décalé dans nos prévisions, on avait prévu de donner la parole
à Nathalie Haddadi qui passe en 3e dans ce film, qui ne peut pas prendre la parole cet après-midi, mais qui est ici présente et qui pourra peut-être répondre à certaines de vos questions. Et je lirai quelques mots qu'elle a bien voulu nous transmettre en complément de son propos dans le film tout à l'heure. Mais Guillaume va compléter quand même un petit peu l'intérêt de ce travail et la façon dont on l'utilise aujourd'hui depuis quelques mois. Oui, ce que je vous propose, c'est d'avoir un peu une lecture un peu psy, justement, de ce qui peut se jouer dans ce groupe. Nathalie, à la fin, évoque le fait que c'est bien un groupe qui a une identité. On a bien un groupe identitaire, ce groupe des mamans, puisqu'elles ont vécu quelque chose de similaire. On entend la communauté de destin, quelque part, qui porte ces mamans. Et à travers cette illusion groupale qui se joue, il y a quelque chose d'extrêmement apaisant. C'est quelque chose qu'on entend chez Nathalie, mais qu'on entend chez beaucoup d'autres mamans, et c'est quelque chose qui se joue dans beaucoup de groupes d'écoute, d'entraide, pour d'autres problématiques. On avait proposé, monté avec Viaduc, l'association d'aide aux victimes, un autre groupe de parents qui étaient confrontés à la question de la radicalisation, mais un peu différemment. Et bon, pour différentes raisons, le groupe n'a pas pu se poursuivre, mais on entendait un peu cette question aussi de comment l'illusion groupale permettait d'apaiser pour eux des angoisses importantes. Ce qui se joue, à mon sens, dans ce groupe auquel volontairement je ne participe pas pour que ce soit un espace à part, qui ne soit pas intégré, qu'il n'y ait pas de collusion, de rencontre avec possiblement du soin, des accompagnements que nous proposons. Ce qu'on peut entendre au début peut-être du groupe, c'est des mécanismes projectifs habituels quand un groupe se met ensemble, à savoir qu'il y a une responsabilité qui soit extérieure. Ce qu'on disait tout à l'heure, lavage de cerveau, victime, il y a quelque chose qui est venu abîmer là mon enfant. C'est quelque chose qu'on entend qui n'est pas propre à ce groupe, qui est propre à la plupart des groupes. Ça peut être également un regard projectif, mais qui peut se comprendre aisément sur d'autres formes d'extérieur. Soit, Nathalie, on pourra en parler, c'est sûr, la question des autorités ou de la presse, comment ça peut être vécu subjectivement comme quelque chose d'intrusif, comme quelque chose, des personnes qui peuvent être attaquantes et menaçantes. Et puis on voit comment progressivement le groupe apporte un apaisement pour différentes façons. À la fois, on est tous ensemble et on arrive à se comprendre, donc je ne suis pas seul. Il y a quelque chose de très soutenant, d'étayant par ce groupe. Mais il y a également autre chose, c'est la valorisation narcissique qui est possible à travers l'idée qu'on va faire quelque chose. On va arrêter d'être passif, de subir ces événements qui nous accablent, mais on va ensemble réussir à unir ce qui nous reste comme force pour faire quelque chose, et là en l'occurrence pour faire prévention. C'est pour ça qu'assez rapidement, on a eu l'idée que cette action de prévention puisse être rapidement utilisée concrètement sur le terrain, et c'est pourquoi nous avons proposé que ces témoignages, une partie de témoignages, puissent être adressés à des personnes qui sont actuellement incarcérées et qui sont à risque, repérées comme à risque de radicalisation par l'administration pénitentiaire. Et c'est dans cette proposition... Ouais, d'accord. Ok, je vais clôturer, mais c'est dans cette proposition, je pense qu'on apporte concrètement, que ensemble, le groupe des mamans et la connexion seulement qu'on leur propose permet de valider, de revalider leurs compétences de mère. C'est pas pour rien que c'est un groupe de mamans, des compétences maternelles de protection et de prévention. Rapidement, avant que tu puisses lire le texte, c'est la suite. La suite, on le voit apparaître. C'est l'émergence, une fois que l'angoisse, une fois que ce sentiment d'avoir été abîmé s'apaise un tant soit peu, et qu'on est en sécurité dans ce groupe, alors émergent des possibilités, des questionnements introspectifs de moi, dans ma situation personnelle, qu'est-ce qui s'est joué dans ma famille, quel a été mon rôle, moi. Et donc ces questionnements introspectifs qui ne vont pas déborder au sein du groupe, bien entendu, mais qui vont pouvoir avoir lieu dans des moments individuels,
mais qui n'aurait pas pu, je pense, être possible d'emblée dès le début. Il a fallu passer par un temps d'apaisement. Et puis apparaissent, à l'issue de cette introspection, des points de culpabilité. Des points de culpabilité, à titre d'exemple, c'est la rupture culturelle. J'aurais dû davantage transmettre l'histoire familiale, l'histoire culturelle à mes enfants. Ça aurait peut-être permis d'éviter ce qui s'est passé. Alors la question n'est pas du tout de savoir est-ce vrai ou n'est-ce pas vrai. Personne ne pourra jamais le savoir. Mais c'est tout ce processus qui permet ce questionnement après individuel et du coup aussi collectif du sein d'un autre groupe, du groupe familial, d'appartenance, qui est possible là dans un troisième temps. La prévention, on l'entend de ce groupe de mamans auprès des détenus, comme je vous le disais, mais on pense que ça va au-delà. On pense que ce qui se joue dans ce groupe peut avoir un impact positif dans chaque autre groupe dont fait partie chaque maman, à savoir principalement chaque groupe familial dont elles font partie. Et on sait que tristement, les phénomènes de radicalisation ont une tendance à toucher les fratries. Ça se diffuse énormément dans les fratries. Et on pense qu'à travers ce qu'elles proposent et l'engagement, la force qu'elles arrivent à mettre dans cet engagement, dans ce travail, elles génèrent une forme de prévention aussi pour les autres enfants dont elles ont parfois encore la charge. Alors de différentes façons, soit en modulant justement, mais de façon très, très parfois imperceptible, ce qui se joue dans les familles, ou par exemple de façon assez directe d'accompagner un enfant qui les inquiète pour une raison de radicalisation ou pour autre chose vers une structure de soins, par exemple la maison des ados. Je ferme la parenthèse et puis je te laisse... Oui. Il y avait une question. J'ai vu un. Vous parlez du côté prévention. Du coup, en montrant ces vidéos du coup à des personnes incarcérées, est-ce que dans le groupe dont vous parliez tout à l'heure de mamans qui, elles, sont confrontées à la radicalisation d'une autre manière, vous avez aussi pensé à utiliser ces vidéos ? Je ne sais pas du coup de quelle manière elles sont confrontées différemment, si c'est plus des jeunes qui sont en dérive radicale et peut-être pas encore, qui ont peut-être... Oui, c'est ce que je me disais. Est-ce qu'il y a eu justement une réflexion sur le fait soit de proposer à certaines de ces mamans de venir dans ce groupe pour témoigner ou d'utiliser ces témoignages dans ce groupe de mamans qui sont confrontées à la dérive radicale ? Alors oui, si je prends l'exemple, si on détaille un petit peu ce fonctionnement de l'autre groupe, ce qui n'a peut-être pas fonctionné, c'était qu'on n'avait pas d'illusion groupale très efficace. Autant dans le groupe dont nous parlons ici, il y a vraiment cette communauté de destin très forte. On avait un événement extrêmement fort, extrêmement violent, qui les unit quelque part. Dans l'autre groupe, il nous manquait souvent... Certes, tous les parents étaient inquiets pour ce qu'on appelle de la radicalisation. Mais leur inquiétude venait s'accrocher à des points d'une telle diversité qu'on avait du mal à leur faire parler finalement de la même chose. Certaines se considéraient, alors à titre d'exemple, mais certains parents étaient persuadés que leur enfant se radicalisait parce que le petit copain de la jeune fille était musulmans. Et par contre, d'autres étaient inquiètes, et on va dire un peu plus à juste titre. Voilà. Et donc cette diversité faisait que d'une part, on n'a pas pu proposer la diffusion de ce témoignage dans ce groupe-là. L'autre point, de façon très pragmatique, c'est que le second groupe n'existait déjà plus quand nous avons fait les vidéos. Donc de toute façon, on n'a pas pu vraiment l'imaginer. Monsieur Bechtel ? Oui. Alors, l'intérêt de ce groupe me paraît évident, au minimum dans l'accompagnement de ces familles dont on perçoit à travers les quelques documents la souffrance. Hein. Mais par rapport à leur intervention dans le cadre de la prévention,
est-ce qu'il n'y a pas une condition qui est justement, un petit peu comme vous l'avez évoqué, que les personnes qui témoignent aient fait ce travail qui permet d'aller au-delà du processus de départ normal, de projection sur l'extérieur. Il s'est fait embrigader, voilà, qui n'aurait pas envie de protéger la mémoire de son propre enfant et de se protéger soi aussi, et de s'interroger, et d'avoir pu dépasser ça pour pouvoir commencer à s'interroger sur les conditions qui ont participé, je ne dis pas que c'est la culpabilité, c'est autre chose, qui ont participé à ce cheminement. Comme vous le disiez très bien au départ, dans les premières parties de votre exposé, le sujet a une part active. Il n'est pas seulement embrigadé, ce n'est pas le lavage de cerveau, etc. Donc il y a... les témoignages bruts peuvent être à la limite, paradoxalement, contre-productifs. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Eh oui, c'est vraiment une question qui a animé pas mal de réunions, parce que le désaccord est roi dans nos réunions, ce qui permet peut-être aussi d'avancer, de ne pas être aveuglé par une hypothèse. Mais je crois que tu vas pouvoir y répondre, notamment à travers la lecture, je pense, de la lettre. Alors, c'est ce que je vais proposer, oui. Avant tout, de dire que je crois, on est quasiment dans ces domaines, encore parfois dans tellement d'expérimentation et d'essais-erreurs que c'est difficile d'avoir des certitudes et peut-être même dangereux. Mais je crois que l'un ne s'oppose pas à l'autre et que peut-être c'est important de ne pas avoir choisi et obligé une sorte de passage par une case thérapeutique avant de pouvoir faire de l'action qui finalement peut se révéler thérapeutique. Mais, alors je vois des hochements de tête dans la salle et notamment de la collègue de Nîmes, mais moi c'est ce dont je suis convaincue. Je vais juste quand même lire les propos de Nathalie Haddadi sur à la fois sa participation à ce groupe depuis le départ et en partie la façon dont on l'utilise aujourd'hui. Et puis, si tu veux bien, on te donnera la parole dans la foulée. Et je rajouterai, bien entendu, des éléments cliniques sur pourquoi on a finalement fait de cette façon-là et pourquoi on pense que c'est quand même efficace. Tout a commencé un jour d'hiver en février 2018, un samedi matin où nous étions autour d'une table dans une salle de réunion, café et croissant. Nous étions uniquement des femmes, nous, mamans, concernées par ce fléau de radicalisation. La plupart d'entre nous se connaissaient déjà, ainsi que des professionnels de la Maison des ados de Strasbourg. Je vous avouerai qu'au tout début, nous ne savions vraiment pas le but de ce genre de rencontre. Au fur et à mesure, nous avions commencé à parler librement du drame qui a changé nos vies à jamais. Ce kidnapping de nos enfants par ce fléau mortifère qui est le djihad. Un lien de confiance s'est créé entre nous, les mamans, ainsi qu'avec les professionnels de l'association Virage. Pour la première fois, nous étions écoutés et non pas jugés. Chacune d'entre nous avait son passé et ses origines, son histoire et sa culture, mais il en ressort un vécu en commun très douloureux, qui est la dérive de nos enfants. Parmi nous, les mamans, il y a celles qui ont perdu leurs enfants en terre irako-syrienne et d'autres qui ont vu leurs enfants incarcérés pour des faits liés au terrorisme. Pas mal d'entre nous ont des petits-enfants coincés dans des camps et souvent n'ont quasi plus de nouvelles. Tous ces drames racontés sans être jugés autour de cette grande table
ont fait que nous avions pris conscience, nous les mamans, que nous n'étions pas seuls. Les professionnels qui nous ont encadrés, et nous avons vu évoluer au fur et à mesure des réunions à la maison des ados, ont compris et vu qu'il y avait en nous un grand besoin d'être actifs auprès d'autres jeunes fragilisés par leur parcours de vie et susceptibles d'être endoctrinés. Nous avions commencé toute cette première expérience avec la maison d'arrêt de Metz. Avec la maison d'arrêt de Metz. Et je vous avouerai que nous ne savions vraiment pas dans quoi nous nous embarquions. Ni les uns, ni les autres, parce que le milieu carcéral, pour nous, soignants, de maison des ados à la base, psychiatres ou travailleurs sociaux, on avait quasi, je me permets de couper, jamais mis les pieds en prison. Et on ne savait pas bien de quel monde on parlait. Donc nous avons commencé cette toute première expérience avec la maison d'arrêt de Metz et je vous avouerai que nous ne savions vraiment pas dans quoi nous nous embarquions. Sans aucune hésitation, nous nous sommes lancés, sans trop savoir quel effet aurait notre participation sur les jeunes détenus. Tout simplement, nous nous sommes livrés et leur avons raconté notre histoire à tour de rôle via des enregistrements vidéo dont on vient de vous diffuser des extraits. C'était l'inconnu total pour nous car nous nous attendions à tout et à rien en même temps. Tout d'abord, nous étions agréablement surpris par le fait que ces jeunes détenus avaient demandé à ce qu'il y ait un échange entre nous, maman et eux. Mais sincèrement, notre plus grande surprise a été de les voir se livrer à nous et de nous raconter leur passé douloureux. Beaucoup de larmes des deux côtés, beaucoup de confidences. Voir ces jeunes se confier, s'ouvrir à nous comme s'ils avaient entièrement confiance en nous et comme s'ils nous connaissaient depuis un long moment, était pour nous un résultat plus qu'espéré. Voir ces jeunes détenus baisser la garde et s'ouvrir ne peut que, par la suite, faciliter par derrière le travail des professionnels dans le milieu carcéral. Une très belle expérience de vie qui nous a permis de raconter la réalité et les répercussions sur les familles dont les enfants ont été embobinés dans une pseudo-cause qui n'engendre que destruction et drame. Nous, mamans, nous remercions la Maison des ados de Strasbourg ainsi que l'association Virage, sans oublier toute l'équipe qui nous a encadrés jusqu'à la fin. Ça, j'avais dit qu'on pouvait l'enlever. Nous donner cette opportunité d'être active et de partager notre douleur afin d'éviter que d'autres drames se produisent, pour nous, a été juste une très belle expérience. Nous, familles touchées par ce fléau mondial, avons le vécu et vous, professionnels, avez le savoir. Alors croyez-moi que travailler ensemble pour faire bloc ne peut qu'être bénéfique pour nos enfants. Merci. Pour revenir sur ce que vous disiez, M. Bursteinge, oui, la question des mécanismes de défense projectifs on les repère, on les questionne depuis maintenant quelques années. On les repère fréquemment dans les familles qui sont concernées par la radicalisation. Donc on était particulièrement sensible au risque d'activer encore plus là, chez les détenus, éventuellement des mécanismes de projectifs qui sont déjà extrêmement utilisés. C'est même on va dire, le principal mécanisme qu'on voit les premiers temps où on rencontre les détenus. A priori, on est des indiques, a priori, on n'est pas là pour eux, on pourrait être là contre eux, et tout ce qu'on peut dire est interprété. Donc ça, c'était déjà un élément de base qui aurait pu nous faire craindre une flambée. Il s'avère que c'est plutôt l'inverse, ce qui s'est passé. On est parti d'études menées pour certaines, ou du moins collectées pour certaines par le RAN, sur l'efficacité des accompagnements des familles des personnes incarcérées. Sabra Ben Ali va en parler demain. Et ce qui nous intéressait, c'est un peu les détails de la discussion de ces études, à savoir que ce qui était efficace, c'était l'activation du lien filial et du sentiment de filiation, et que ça n'avait pas forcément de rapport avec la filiation réelle, parfois. Et c'est l'hypothèse qu'on a formulée, c'était que ces mamans, en s'adressant à cette détenue, allaient être à une place maternelle, même si ce n'était pas les vraies mamans.
et que être à une place maternelle allait faire que finalement ce qui allait passer entre les mamans et les détenus n'allait probablement pas être les contenus factuels, les mots, mais uniquement de l'émotion. Et c'est ce qui s'est passé, c'est de l'émotion principalement qui est passée entre ces deux groupes. Et c'est parce que l'émotion a été vécue dans le groupe des détenus, également de façon groupale. Il y a eu, je pense à un moment, la plupart, alors il y a toujours l'un ou l'autre chez qui ça ne va pas fonctionner, mais chez la plupart des groupes des détenus, il y a eu une activation réellement on va dire une réactivation pour certains, de ces valeurs morales premières qu'ils avaient pourtant toujours à la bouche, mais qu'ils ne ressentaient peut-être plus à ce point-là, et encore moins de façon intersubjective, pas partager les uns avec les autres de l'importance du lien aux familles. Tu veux me couper, je t'en prie. Ce qui est important, c'est qu'on pourrait croire à ce stade de nos précisions que les uns sont physiquement en contact avec les autres, ce qui n'est pas le cas. Nous jouons un rôle, donc nous les professionnels de l'équipe et ceux de l'administration pénitentiaire, il y a un autre atelier qui en fait part, nous jouons un rôle que moi je qualifie de passeur, c'est-à-dire que les échanges se font entre... Il y a un troisième groupe dans les dispositifs, c'est les groupes des jeunes, des ados. Il n'y a pas que ça, c'est là-dessus que je compléterai même ton propos. D'accord. Ces groupes ne sont pas mis en contact les uns avec les autres factuellement, physiquement à l'instant T. Ils enregistrent des propos, que ce soit en vidéo, en audio, pour les détenus, pour beaucoup, puisque le contexte pénitentiaire fait aussi qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, pour le coup, avec eux. À l'écrit, donc on a eu des échanges épistolaires entre des jeunes, des détenus, des mamans. Et ce rôle qu'on a, nous, de passeurs, je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez singulier, assez nouveau dans nos métiers au sens large, c'est-à-dire que c'est pas un rôle de filtre en tant que tel, mais vraiment bien un rôle de passeur qui accompagne quelque chose dont on est étranger, nous. On n'est pas dans la production, certainement pas de savoir, pas forcément dans de la production émotionnelle non plus, quoi qu'on ait invité quand même, parfois par les uns ou par les autres, un peu comme l'a fait Catherine ce matin, à exposer quelque chose, qu'on veuille bien, mais quelque chose de nos histoires personnelles, maternelles, jeunes, etc. Mais on est dans cet accompagnement d'un échange qui est quand même tout à fait réfléchi à différents égards dans chaque groupe avec les professionnels qui accompagnent chacun de ces groupes. Alors, juste pour terminer, je termine ce que disait Delphine. Outre ces échanges émotionnels, étaient proposés aux détenus des points, on va dire, un peu plus académiques, théoriques. On leur proposait quand même du savoir sur différents types de savoirs, des savoirs très académiques et puis des savoirs, des partages d'autres, d'être un observateur, par exemple, de vidéos sur ce qui peut se jouer dans des familles ou dans des groupes extrémistes. L'idée était qu'une fois qu'on a activé ces dimensions émotionnelles, une fois qu'on a baissé la garde, je reprends la terminologie, qu'on a baissé la garde chez les détenus, ils vont être, et qu'on a fait un focus sur la question familiale, on va pouvoir déployer la question de la famille sous différents angles. Et notamment l'angle, c'est une chose qu'on a testé aussi à la fin du programme, c'est de leur faire un cours, comme on pourrait le faire à des étudiants, sur l'impact du trauma infantile sur les émotions, sur le cerveau et sur la régulation émotionnelle et sur les comportements ultérieurs. Et je pense que ça a pris du sens a posteriori qu'on puisse faire ça parce que
on avait au préalable activé les émotions, on les avait reconnectées sur ce qui avait été leur place dans la famille, et on leur avait permis également d'entendre d'autres témoignages de personnes dans des familles où ils avaient vécu différents problèmes, on va dire, ou des témoignages d'autres personnes qui avaient été dans des parcours de radicalisation, puisque un des témoignages clés aussi du programme en prison avait été le témoignage d'un ancien détenu de radicalisation d'extrême droite allemand, et qui était venu témoigner, un peu comme Catherine l'a fait ce matin, de son parcours personnel. Et ces différents points d'accroche, je pense, ont pu se combiner pour éviter des flambées projectives, comme on aurait pu le craindre si on était venu, je pense, avec du contenu normatif, peut-être, dès le début, en disant c'est un peu comme ça qu'il faut penser, et puis voilà. Oui, excusez-moi de poser une question qui va vous paraître peut-être un peu académique, mais aussi bien dans votre travail que dans les... Vous avez parlé d'études qui ont été faites dans le cadre du RAN. Quels sont les éléments qui valident l'efficacité de ces démarches? Sur quoi on juge que c'est efficace? Je pose cette question parce que je sais combien dans le champ général de la santé mentale, des problèmes de comportement, combien la prévention à la fois est souhaitée, mais difficile à évaluer, et que quand on l'a fait, quelquefois, on s'aperçoit que des bonnes idées, a priori, n'ont pas les effets, voire des effets inverses de ce qu'on attendait. Oh que oui, c'est l'histoire de la prévention des addictions. Ça fait des années qu'on cherche à trouver la bonne solution. Finalement, la solution qu'on a trouvée, c'est l'augmentation du prix du tabac, semble-t-il. Pour le tabac. Pour le reste, la question reste ouverte. Oui, c'est peut-être pour ça qu'on a progressivement moins investi le champ de la prévention primaire au premier sens du terme, c'est-à-dire non ciblée, pour se situer sur de la prévention qu'on pourrait qualifier plutôt davantage d'ailleurs de secondaire, sur des populations à risque qui ont déjà mis un orteil dans la question de la radicalisation, si ce n'est plus qu'un orteil pour certains, au moins dans l'adhésion évidente, pour la grande majorité des détenus qu'on rencontrait, aux théories conspirationnistes qui sous-tendent quand même bon nombre de mouvements extrémisme violents, théories conspirationnistes qui sont alimentées par des fonctionnements projectifs, très au premier plan. Alors, avec l'équipe de la mission de lutte contre les radicalisations violentes en milieu pénitentiaire, au-delà du développement du programme du PPRV, donc du protocole de prévention de la radicalisation violente, il y a bien entendu, et surtout cette année, tout un volet d'évaluation. Je ne pense pas qu'on a trouvé encore la bonne méthode. Nous faudrait une vraie équipe de chercheurs pour évaluer l'efficacité. Et la question, c'est... Alors déjà, les éléments qu'on veut évaluer, et puis l'autre élément, c'est la temporalité. C'est-à-dire, ce qu'on va faire ici, est-ce qu'on l'évalue dans 2 semaines, ou est-ce qu'on l'évalue dans 2 ans, ou est-ce qu'on l'évalue sur la génération d'après? Alors qu'on n'en est qu'à essayer d'évaluer, comprendre déjà encore les causes aussi du phénomène, et que évaluer la portée de nos actions, ça complique aussi quand on ne sait pas grand-chose finalement, même s'il y a des choses qui émergent, il y a des points communs finalement qui émergent d'un certain nombre de parcours et de situations. Ceci dit, on est assez critique aussi sur certaines études, mais on aime qu'on le soit vis-à-vis de nous, c'est pas un problème, mais pour ce qui est des causes comme pour des dispositifs qui ont été mis en œuvre, il y a un certain nombre d'études qui arrivent à des conclusions. Je pense notamment aux travaux de Farhad Khosrow-Khavar, sur lesquels moi il y a des choses qui me
pique beaucoup, c'est toutes les extrapolations qui sont faites sur les causes en général de ces questions de radicalisation à partir d'un travail qui n'est centré que sur des dossiers judiciarisés, au pénal, donc de gens qui sont incarcérés. Et on a entendu ce matin encore Scott Atran qui disait que on n'a pas la même attitude et la même réponse judiciaire, en délinquance de manière générale, on le sait, mais là non plus, qu'il s'agisse de filles ou de garçons par exemple. Nous, de fait, dans la cohorte des jeunes gens qu'on a eu l'occasion de rencontrer et d'accompagner depuis maintenant 4 ans, on a davantage de jeunes filles que de garçons. Les réponses judiciaires, si on faisait une étude précise de chaque situation en fonction de tout ce que les partenaires savent de chacune de ces situations, sont assez étonnantes. Donc de dire à partir d'une cohorte judiciarisée, incarcérée pour parfois sur certains travaux, voilà, c'est de ça dont il s'agit, alors qu'en fait il y a toute une part qui a été occultée, c'est des fois dangereux, ça c'est pour les causes, et surtout on a vraiment quelque chose qui est en permanente évolution. Les situations auxquelles on s'adresse aujourd'hui, j'en vois assez peu, mais j'entends toute l'équipe régulièrement, sont déjà plus les mêmes que celles d'il y a 3-4 ans. Et c'est ça qui va à la fois continuer de rendre ce travail passionnant, mais extrêmement complexe. On ne sait même pas bien, pour en avoir discuté avec certains collègues au niveau national, comment on pourrait évaluer les effets de certaines de ces stratégies. Pour répondre, on a quand même essayé, donc on utilise des échelles subjectives de régulation émotionnelle et des échelles subjectives de légitimation de la violence et de fonctionnement projectif enfin il y a d'autres, on a une vingtaine d'items et on leur demande d'évaluer ça avant le programme, on leur demande de répondre aux questions après le programme. Ça vaut ce que ça vaut parce que voilà, on évalue juste à l'issue du programme et on ne sait pas dans quelle mesure s'il y a un effet, s'il va se poursuivre ou s'il n'y a pas d'effet, si l'effet pourrait apparaître ultérieurement. C'est un point. L'autre point est extrêmement tristement pragmatique, c'est que quand on commence avec 12 détenus en septembre, on peut terminer avec 4 en janvier. Parce que le temps judiciaire et pénitentiaire fait qu'il y a ils vont ailleurs, ils peuvent plus venir, et il y a des perdus de vue extrêmement nombreuses. Donc faire un follow-up, un suivi sur de nombreuses années serait l'idéal, mais je pense que pour l'instant, nous, notre petite équipe, n'en a pas les moyens, et les gens avec qui on travaille à la MLRV n'en ont pas encore les moyens. Sylvie. J'aurais beaucoup de choses sur lesquelles rebondir, mais alors nous sommes de Nîmes, donc où il y a un groupe de parents concernés par les parcours de leurs enfants qui se regroupent depuis plus de 3 ans maintenant. Alors, ce que je voudrais dire quand même par rapport à ce que vous disiez sur l'action collective, parce que ça me paraît important par rapport à ce que monsieur disait. Alors, moi, par exemple, j'ai un profil, c'est vrai, totalement différent, parce que j'ai fait une maîtrise dans les années 80 au Québec sur l'action collective et communautaire, et donc je n'ai travaillé que là-dedans depuis 35 ans. Mais c'est vrai que j'ai là-dessus un profil atypique et qui n'a pas été toujours facile par rapport justement à la prédominance de l'action individuelle. Et dans ce que vous disiez, monsieur, ce qui est important, c'est que là, on est en train de beaucoup de parler des caractéristiques de l'action collective. C'est-à-dire que comment approcher la part du sujet dans l'action collective ne se fait pas de la même manière que dans l'action individuelle. Voilà, tout simplement parce qu'il y a un groupe. Et que le groupe, la dynamique de groupe, a une autre manière d'approcher le sujet. C'est-à-dire déjà,
il y a une chose très importante. Il y avait une des mamans qui est là, je pense, qui le disait, qu'il y a quelque chose de, voilà, les autres me comprennent. Et c'est-à-dire que, et surtout par rapport au sujet qu'on traite, dans le collectif, la notion de la honte et de la culpabilité va s'amenuiser assez rapidement, parce que justement, on trouve des gens qui sont comme nous, des personnes qui ne nous jugent pas, et le groupe soutient, le groupe protège, et donc ça fait baisser assez vite la honte et la culpabilité, on est en capacité d'en parler. Et à partir du moment où ça baisse, il y a quelque chose du sujet qui renaît. Après, vous aviez commencé en disant faire avec. Ben oui, mais alors faire avec, c'est vraiment faire avec. C'est-à-dire, faire avec les gens, c'est les mettre à une place où ils peuvent être en position de compétence. C'est-à-dire que moi, par exemple, dans l'animation que je fais du groupe, aller travailler au début sur les origines dans la famille de pourquoi les jeunes sont partis, ça m'aurait paru, pour tout vous dire, obscène. Totalement obscène. Parce que vous avez des parcours où les gens sont... À chaque réunion qu'on a tous les mois, il se passe quelque chose pour l'un ou pour l'autre, parce que vous avez des enfants qui sont décédés, d'autres qui sont disparus, des enfants emprisonnés, et à chaque fois, il se passe quelque chose, une perquisition, ceci, cela. Et en plus de ça, par rapport aux autres groupes que j'ai pu accompagner, c'est que le contexte change constamment. Constamment. Il y a un attentat, il y a ceci. Là, le gouvernement ne veut pas que les enfants reviennent. Donc, automatiquement, tout ça est bombardé à l'intérieur du groupe. On ne va pas faire, bon, alors on ne parle pas de ça, puis on va voir c'est quoi l'origine et la cause. Vous voyez ? Donc, et de faire avec, ce que vous avez fait dans les actions comme ça, où les gens reprennent une position de sujet, voilà, se sentent utiles, importants, ça restitue le sujet. Et à mon avis, c'est qu'après ça, qu'il y aura peut-être, et il y a déjà des élaborations collectives, mais il y a une chose aussi que je voulais dire, ce qui est très important, c'est les fratries. On est obligé de se préoccuper des fratries. Nous, on organise tous les 2-3 mois, on fait un week-end avec les familles, les fratries, pour justement... Parce que voilà, il y a les fratries, qu'est-ce qu'on leur a dit, qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils savent pas, qu'est-ce qu'il va y avoir comme répercussions sur les frères et sur les sœurs, les deuils impossibles, enfin voilà, c'est absolument énorme comme travail. Donc voilà, je crois qu'on est très vigilant à aller pas titiller la petite bête pour l'instant, et aller très très précautionneusement, de telle manière que l'élaboration, elle se fasse peu à peu, et peut-être, ce qu'on essaie aussi, c'est qu'elle se fasse en utilisant peut-être des outils liés à l'art, à l'imaginaire, au rêve. On fait des activités parfois collectives où il y a des choses qui émergent, mais sans qu'on soit dans un travail systématique. Vous voyez ? Donc je crois qu'il faut être très prudent, et que la prudence, c'est les personnes qui nous la donnent elles-mêmes. Enfin, je veux dire, voilà. Je sais pas est-ce que tu comprends ce que je veux dire, Ahmed ? Oui. Voilà, mais ce que je voulais dire, c'est que c'est vraiment propre au collectif, et que je suis la première à dire qu'on n'a pas assez de formation en France sur l'action collective et ces mécanismes propres, qui ne sont pas les mêmes que dans la relation interindividuelle. Voilà. Excusez-moi, je suis à la fin de ma carrière, alors je me permets de dire ma passion pour le collectif. Ça permet d'illustrer peut-être pourquoi on a ces espaces qui sont différents. On va dire le groupe des mamans qui réalise une action de prévention, et que par exemple je n'y vais pas dans ce groupe. Donc mon collègue Sébastien Dupont, avec lequel on fait des thérapies familiales, n'y va pas non plus. Par contre, quand une famille est prête à venir questionner le fonctionnement systémique de ce qui se joue, ce qui s'est joué dans la famille, alors dans un autre espace, ailleurs, loin justement du regard groupal, dans un autre groupe, le groupe familial, alors là, on va pouvoir être sur une modalité davantage thérapeutique, et avec précaution toujours, et avec du temps, amener chaque membre du système familial à s'autoriser à questionner ce qui se joue dans le système. Mais ça prend parfois du temps. Je me permets d'intervenir en fait sur tout ce que j'entends, les notions extrêmement importantes d'humanisation, en fin de compte, de ce qu'on dit depuis tout à l'heure, le concept du dedans et du dehors. Je parle notamment du milieu carcéral, où vous permettez de réhumaniser d'une certaine manière avec de l'émotion telle qu'elle est, brute en fait,
pas travailler, et c'est ce qu'on demande aussi à un moment donné, parce que je pense que pour avoir un résultat, il faut aussi donner un premier jet, quelque chose de très brut, qui est donné par des personnes qui l'ont vécu. Donc ça, c'est une première donnée qui est extrêmement importante. La seconde est pour moi celle de la non-demande, parce qu'en fait, là, c'est un outil extraordinaire que de pouvoir faire valoir un travail qui peut durer dans le temps, qui dure même quand il n'existe plus, ce travail. C'est le but, justement, de ce genre de choses. C'est, sans faire effraction, pouvoir permettre de donner une capacité à penser quelque chose alors que ça n'a pas été demandé. Et je pense que dans cette problématique-là, où il y a une espèce d'injonction à la fois sociale, politique, sécuritaire, à faire vite, à évaluer, à avoir des résultats rapidement, là on se permet effectivement d'aller sans qu'on nous demande, mais avec à pas de loup, tout doucement, et d'avoir des résultats assez importants. Je dis ça parce que j'ai vécu cette expérience de travailler avec des groupes en milieu carcéral, où j'y suis allée sans grande conviction au début, mais par grande curiosité. Et j'ai été accueillie avec un œil effectivement en disant qu'est-ce qu'elle vient chercher comme élément, hein, ce que tu pouvais dire tout à l'heure. Et en fin de compte, j'en suis sortie en ayant appris certainement beaucoup plus que ce que je pensais aller chercher, et vice-versa. Eux aussi, ils ont appris plus qu'ils ne pouvaient imaginer. Et effectivement, ils sont en demande, mais tout en étant dans le déni de cette demande. Et c'est pour ça que travailler dans la non-demande, que ce soit lorsqu'ils sont sous main de justice ou en fonction secondaire, en prévention secondaire, c'est très intéressant. Et je pense qu'aborder la problématique de la radicalisation, en tout cas des voies de radicalisation, il faudrait peut-être réfléchir, s'interroger, être surprenant, innover par rapport à des personnes déjà qui souhaitent le faire et qui veulent être accompagnées à le faire. Et une fois qu'on arrive avec ce caractère très très brut, clinique, les résultats évaluables ou non évaluables auront des incidences, je pense, bénéfiques, des risques aussi, certainement. Il y a toujours des bénéfices et des risques, mais en tout cas des incidences très bénéfiques à pouvoir qu'il y ait une plus-value à moyen, voire très long terme. Merci Nora. J'aurais souhaité terminer, mais sur un point, il est 3h30, il faut qu'on s'arrête. Je voudrais à nouveau vous poser une question. Quand Catherine, ce matin, questionnait le rôle de la famille, dans le rôle, pas forcément la responsabilité complètement, mais le rôle, c'est-à-dire ça a à voir à quelque chose avec ce qui s'est passé dans ma famille. D'après vous, qu'est-ce qui aurait pu être dit ou fait auprès de sa famille? Est-ce que ça vous a évoqué quelque chose? Est-ce qu'il y a des idées qui vous sont venues sur qu'est-ce qui aurait pu être fait auprès de cette famille? La famille, à quel moment? En amont ou pendant? Oui, de la dame de ce matin. Est-ce qu'on est nombreux à avoir eu des images, des idées, des choses qui nous sont venues, et je me demande peut-être que l'un ou l'autre voudrait prendre la parole pour confier ce qui lui est venu à l'esprit, oui. Moi, ça m'a renvoyé à la position de maman. Hein. C'est-à-dire, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on demande aux familles? Parce que on leur demande à la fois d'être à l'écoute, empathique, garder le contact avec l'enfant, et en même temps, ce qu'elle regrettait de sa propre dynamique familiale, c'est qu'il n'y avait pas la possibilité des échanges un peu musclés, des confrontations, des conflits. Hein, c'est ce que j'ai entendu, moi. Et donc, je me suis dit, c'est un sacré boulot. C'est d'un côté, on nous demande d'être à l'écoute, etc., et de l'autre côté, de faire vivre les conflits. Et je me suis dit, aujourd'hui, on en demande trop aux familles. C'est-à-dire que ça fait longtemps que je me pose la question de savoir, autour de nous, quand on a des enfants, enfin moi quand j'étais plus jeune, il y avait des adultes
que ce soit les jeunesses chrétiennes, jeunesse ouvrière ou je ne sais pas trop quoi, il y avait des espèces d'adultes référents qui pouvaient proposer d'autres types de valeurs, où il pouvait y avoir des échanges qu'on ramenait chez soi, on se disputait avec son père, etc. Bon, voilà. Il y avait cette notion d'échange et de conflit. Et aujourd'hui, on est à la fois, et ça vient beaucoup aussi d'Amérique du Nord, il faut faire très attention dans quelque chose de l'échange bienveillant, il faut écouter les points de vue de chacun, il ne faut pas se fâcher. Enfin bon, moi je suis très très liée au Québec, et c'est presque un peu catastrophique, parce que il faut faire attention de jamais agresser l'autre, jamais opposer ses idées, etc. Et ça me paraît extraordinairement dangereux, d'autant plus que nous, on est une culture plutôt de conflit. Plutôt de conflit. Et donc voilà, je trouve que je me suis posé la question, je me suis dit, mais alors qu'est-ce que... Oui, mais c'est important parce que tout ce qu'on a entendu ce matin, c'est aussi beaucoup de la philosophie nord-américaine, qui est, attention, respect de chacun, respect, à tel point qu'à un moment, tu discutes même plus, t'oses plus discuter. Moi, j'ai un de mes fils, il en est revenu parce qu'il en avait ras-le-bol, il faut se taire parce qu'il faut respecter tout, voilà. Et alors voilà, or, en même temps, on entend bien que le jeune adulte, il a aussi besoin chez lui d'espaces de conflit. Pourquoi ? Pour se nourrir aussi des arguments de ses parents, même s'il les rejette. Je me souviens, il peut le réutiliser après à l'extérieur. Donc ce qu'elle a quand même regretté, c'est le conflit, mais en même temps on demande aux parents aujourd'hui d'être dans la communication bienveillante. C'est ça que j'ai pas de solution, mais je me suis dit, ouh là là, qu'est-ce qu'on met sur le dos des familles en étant dans ces deux... voilà, il y a quelque chose avec effectivement des tendances qui viennent aussi d'autres cultures. On est aussi dans une culture de discussion, d'échange, de conflit. Et voilà, pour être proche de l'Amérique, je dis qu'il faut faire attention aussi, parce qu'on peut être envahi par ça et on ne sait plus où on est. Alors on avait dit ce matin qu'on n'aurait pas toutes les réponses aujourd'hui, donc c'est sympa de nous aider à conclure cet atelier puisqu'on en est là. Christiane ? Est-ce que vous avez pensé à ces techniques, à ces médiations aussi pour des familles qui ont des enfants en retour des théâtres de guerre? Voilà. Parce que là, alors, quand je disais tout à l'heure que cette problématique déradicalisation, parce que nous on tient depuis le début, ça fait 4-5 ans maintenant qu'on est sur ce sujet-là à appuyer sur le pluriel, puisque les toutes premières situations auxquelles les radicalisations islamistes nous ont fait penser, c'était des situations plus anciennes d'actes antisémites. Donc on n'était d'emblée pas que sur des questions liées à l'islam. Ces problématiques, elles sont en mouvance permanente, parce que même si ça fait débat le fait que des enfants reviennent, ils reviennent. Voilà. Et clairement, cette question pour le coup, de ce qu'on va pouvoir mettre en place pour eux et de l'évaluation de ce qu'on va pouvoir mettre en place pour eux au long cours, elle est totalement ouverte. Alors, moi, ce qui me semble le seul garde-fou pour utiliser volontairement ce mot-là, puisque personne n'a dit qu'ils étaient fous ou pas tous, mais nous, il faut bien qu'on se garde de le devenir, parce que c'est un peu de ça dont il s'agit parfois, c'est le dissensus. C'est-à-dire qu'on ne va rien évaluer, je crois, avant longtemps de tout ce qu'on tente, les uns et les autres. On ne sait pas bien comment faire, ni ce qu'il faudrait évaluer. Je crois que la seule honnêteté qu'on puisse garantir à notre public par rapport à tout ça, c'est d'exposer ce qu'on fait là, c'est d'exposer ce qu'on fait, nos pratiques, les uns et les autres, avec d'autres professionnels, devant des parents, devant des jeunes qui sont passés par là, et de pouvoir entendre les critiques, les remarques, les idées complémentaires que ça suscite. Je pense que c'est le seul moyen qu'on a aujourd'hui, c'est d'ouvrir ces pratiques-là, de les donner à voir, de les écrire et de pas les cacher, et de pas cacher les conflits et les dissensus. Finalement, un peu comme dans les familles. Et finalement, un peu comme dans les familles. Mais... C'est, je crois, on va dire, une théorie des systèmes.
Je te regarde, mais c'est l'idée que ce qui se joue dans le système soignant, et nous faisons, le corps social fait partie d'un, on va dire, du système soignant, est reflet de ce qui se passe dans le système familial ou dans le système du groupe qu'on essaye d'accompagner et d'aider. Peut-être que de s'ouvrir et de se tolérer la critique, d'être dans une capacité d'autocritique, de doute, de pouvoir tolérer le désaccord et la subjectivité, les points de vue différents au sein des équipes, au sein de notre collectif de professionnels, permettra au système, aux différents systèmes des groupes qu'on accompagne, de tolérer peut-être également davantage le dissensus, et puis là, de faire baisser la garde, de laisser tomber un peu les mécanismes projectifs, et d'être peut-être capable de ce regard autocritique. Je peux me permettre, vous avez posé une question, qu'est-ce qu'on a pensé éventuellement que la famille aurait pu faire? Ça commence à bouger un peu là dans ma tête, mais moi, je me suis dit que dans un groupe, dans un groupe familial, sa famille, mettons, sa famille, il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas tout à fait d'accord avec la manière dont la famille fonctionne. Par exemple, la maman, on va dire, ou bien un grand frère, enfin quelqu'un. Et je me suis dit que l'important, c'était très important de garder un minimum de lien. Ne serait-ce qu'un membre de la famille, après avoir travaillé éventuellement avec cette famille, avec une de ses enfants qui est partie, c'est de se dire, celle-ci, ce membre de la famille a la capacité de ne pas être tout à fait d'accord avec la coupure, avec la différenciation aussi nette, avec le rejet ou la stigmatisation, ou bien la perte, dire carrément elle est perdue, quoi, ou il est perdu. Je me suis dit que ça serait bien de pouvoir travailler avec eux, avec un des membres, quelque chose pour que jamais le lien ne soit rompu. Jamais. Avec, par exemple, l'idée de donner dans la poche, alors c'est peut-être tout à fait naïf de ma part, mais quand même un objet fétiche, ou de donner ou quelque chose qui appartienne quand même, qui ne soit pas si dangereux, je veux dire, non plus pour que la personne sache que toujours elle peut avoir quelqu'un qui ne va pas la juger dans la famille. Et peut-être travailler avec le reste de la famille cette notion un peu plus apaisée, que le lien peut se renouveler. Je ne sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit. C'est ça que j'ai pensé. Je me suis dit, laisser la famille comme ça coupée, et la jeune fille coupée, comment on peut faire? Peut-être en mobilisant une petite chose dans la famille, une grande chose dans la famille qui s'appelle un fil, un lien. Voilà. Le processus, c'est l'isomorphisme entre les équipes. Merci. Merci beaucoup pour votre participation. Et puis, à bientôt. Continuez bien dans vos ateliers suivants. Merci.